Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau François Marin-Flotteau, que la plupart d'entre vous connaissent très bien. François, il y a quelques années, tu avais consacré aux royalistes dans la résistance un livre qui avait fait date. Tu reviens sur cette période avec ton nouveau livre, À l'aube de la résistance, que publient les éditions du Cerf. François, tu as la parole. D'abord, merci de m'inviter. En fait, il faut réfléchir à cette question de la résistance en sachant qu'il y a une vie d'homme, 80 ans. La France était occupée, c'est-à-dire que l'armée française a subi une débâcle monstrueuse et un certain nombre de gens, des pacifistes d'avant-guerre, ont décidé de signer un armistice. La France s'est retrouvée coupée en petits morceaux. Une petite partie a été rattachée directement au Reich, l'Alsace et la Moselle, l'Alsace-Lorraine. Une autre partie a été rattachée au Gauleiter de Belgique. Et une autre toute petite partie a été occupée par les Italiens. C'est les provinces qu'on pourrait dire rattachées. Le reste de la France a été coupé en deux. Une partie a été occupée directement par l'armée allemande, sous administration française. L'administration des municipalités et autres était toujours l'administration française. Mais les Allemands étaient présents et occupaient la partie qu'on a appelée la zone nord, qui est un peu absurde puisqu'elle descend jusqu'aux Pyrénées. Toutes les zones du côté Atlantique, Manche, etc., ont été des zones donc qui étaient sous occupation, mais interdites. Néanmoins, les maires, les conseillers municipaux et autres dépendaient de Vichy avec l'autorisation allemande. Et il y a eu ce qu'on a appelé la zone Vichy, la zone non occupée, la zone libre. Elle est libre, je ne pense pas qu'elle ait été beaucoup libre. Or, mon travail, cette fois-ci, est dans cette zone-là. Quand on parle de la résistance, quand on parle des premiers résistants, on parle surtout de la zone nord. Pourquoi de la zone nord? Simplement parce que c'était pas plus facile de résister en zone nord, mais c'était plus facile par rapport à l'Allemagne qui occupait. Dans la zone Vichy, il n'y a pas d'Allemands avant novembre 42. À part quelques groupes qui vérifient, mais il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas d'armée allemande. Or, c'est dans cette zone-là qu'un certain nombre de gens vont commencer à organiser les groupes d'action directe. C'est-à-dire que dans la zone nord, par exemple, dans la zone occupée, les résistants organisent surtout des réseaux d'évasion des pilotes anglais, belges, français, canadiens, qu'on fait fuir vers l'Angleterre, soit par l'Espagne, soit par différents moyens. Ça, c'est ce qui est organisé en zone nord. En zone nord, il y a des réseaux, c'est surtout des réseaux plus que des mouvements, qui vont s'occuper de faire de l'espionnage. Dans la zone Vichy, c'est différent. C'est très différent parce que l'administration, bien évidemment, est faite entièrement par des Français. Et c'est là où il y a un reste de souveraineté française. Je dis bien un reste parce qu'elle est bien limitée. Or, c'est dans cette zone-là que vont se créer les groupes francs d'action directe. C'est Jacques Renouvin qui va les créer. Il va pas les créer, il connaît personne en zone sud. En zone Vichy, il connaît personne, Jacques Renouvin. Jacques Renouvin est un soldat qui a été arrêté et mis en prison. Donc, il n'est pas mis en prison. Il est à la gare d'Épinal et il fuit cette gare au moment où les Allemands veulent déporter les prisonniers français, les prisonniers soldats français. Il fuit d'abord vers Paris et après vers la Bretagne où il va rejoindre son frère. Un de ses frères, il a deux frères. Il va rejoindre son frère Jean, qui
est en Bretagne, et il va finir, parce que c'est un prisonnier évadé, il va franchir la ligne de démarcation, se faire démobiliser et rejoindre son neveu Michel. Michel est le fils du professeur Pierre Renouvin. Au départ, c'est par son confrère Pierre Becca, qui est avocat et qui était son patron quand il était avocat à Paris, qui va rencontrer Ferdinand Palocque. Ferdinand Palocque est un royaliste qui va, dès le début de la guerre, refuser de participer au grand rassemblement de tous les anciens combattants, puisque lui est président de l'amicale des poilus d'Orient. Palocque est journaliste, il est journaliste à l'Éclair de Montpellier, qui est un grand journal conservateur local. Palocque et Renouvin vont, dès l'arrivée de Renouvin, commencer à aider les aviateurs anglais, belges, français à s'évader par l'Espagne. C'est la première action de Jacques Renouvin. Mais il va avoir le bonheur de son frère Pierre va venir voir son frère Jacques et son fils Michel. Et c'est par l'intermédiaire de Pierre Renouvin qu'il va rencontrer le professeur Vermeil. Vermeil, c'est un grand spécialiste de l'Allemagne. Il a écrit plusieurs livres. Ces livres sont tout interdits pendant la période Vichy, évidemment. Il a dénoncé la montée de l'Allemagne nazie. Et Vermeil est en contact avec les professeurs de Montpellier. Tête-Jean, Courtin et ces gens-là. Ce sont des démocrates chrétiens. Ce sont des démocrates chrétiens, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils viennent tous des universités de la zone occupée, Nancy, Metz et Strasbourg. Donc c'est par l'intermédiaire de Pierre Renouvin et de Vermeil qu'il va rencontrer Tête-Jean. Tête-Jean, lui aussi est un soldat. Il est professeur, mais il était, comme tout le monde, il était dans l'armée. C'est un homme qui s'est évadé et qui a rejoint la zone Vichy. Là, il ne peut plus enseigner, comme tous ces gens-là ne peuvent plus enseigner dans la partie occupée, évidemment. Et donc, Vichy les a répartis dans les universités. Or, ce sont les premiers à s'organiser en cercle de réflexion plus qu'en mouvement. Il faut bien imaginer que la résistance, il n'y a pas de mouvement de résistance en 40. Ça n'existe pas. Ce que l'on connaît de la résistance, on le connaît à partir et encore de 43-44. Mais avant, il n'y a pas de résistance au sens physique. C'est Jacques Renouvin qui va rencontrer Tête-Jean et qui va obtenir de lui la possibilité d'organiser ce que Renouvin va appeler les groupes francs. C'est-à-dire qu'il faut terroriser les collabos. L'objectif de Jacques Renouvin est simple, c'est face à cette France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France Vichy est assez amorphe, subit les directives de Vichy, les approuve pas forcément, mais il n'y a pas vraiment de mouvement organisé de contestation de ce qui se passe à Vichy. La France est vraiment pétiniste à l'époque. Il ne faut pas se leurrer. Les professeurs d'université vont organiser, par leur groupe de réflexion, vont rassembler des étudiants. Et Jacques Renouvin obtient de Tête-Jean le droit, si on peut dire, ou la possibilité d'organiser ces groupes de jeunes pour dénoncer la collaboration. Au début de la résistance, et on le verra dans toute la zone de Montpellier, le Languedoc, mais on le verra aussi à Marseille, on le verra à Nice, on le verra à Toulouse, on le verra à Clermont-Ferrand, je vous expliquerai pourquoi après, etc. Dans toute la zone Vichy, ce sont des jeunes gens qui ont entre 17 et 25 ans, qui vont commencer à être organisés par Jacques Renouvin pour dénoncer la collaboration. Dénoncer la collaboration, c'est d'abord écrire sur les murs
comme on le fait aujourd'hui, c'est des V vive de Gaulle. Alors, sont-ils gaullistes? Non. Au début, la résistance n'est pas gaulliste. C'est Roger Nathan Murat, qui prend le pseudo de Murat pendant la résistance, qui l'explique très bien. Il dit on n'était pas gaulliste, surtout que De Gaulle avait l'image d'être un général maurassien. Et donc pour des gens comme Murat, qui sont francs-maçons, qui sont juifs et francs-maçons, il est évident que faire de la propagande pour un militaire maurassien, c'est quelque chose d'inadmissible. On se servait, c'est ce qu'explique Nathan Murat, on se servait de l'image de Gaulle parce qu'il pouvait parler à la radio. Même le groupe de Montpellier autour de Tête-Jean n'est pas anti-pétiniste au départ. Un an après la création des groupes francs, le journal Liberté fait encore une certaine apologie du maréchal Pétain. Lui font confiance pour un certain nombre de choses. Ça ne les empêche pas de dénoncer quand même tous les travers du pétinisme, évidemment. Mais donc l'objectif de Jacques Renouvin, c'est bien la dénonciation des mouvements collabos, c'est-à-dire des gens qui ont choisi de se soumettre au nazisme. On écrit sur les murs, avec Renouvin, ce n'est plus le petit slogan qu'on met en cachette sur un mur. Pour ceux qui connaissent Montpellier, on écrit en gros sur le Pérou, sur le canal du Pérou, on écrit en gros « Combat Châtie les traîtres ». On écrit sur la statue de Louis XIV à Montpellier « Lui n'aurait pas collaboré ». C'est déjà plus le petit slogan. L'action va aussi tourner assez vite à l'action directe, dans la mesure où Renouvin et les groupes francs, et les jeunes des groupes francs, vont décider que les kiosques à journaux qui montrent les journaux de la collaboration, je cite tous les journaux, Signal, etc., l'Émancipation nationale, le quotidien et autres, le quotidien nazi, la France au travail, décident qu'ils ne doivent plus être exposés. Au début, on prévient le kiosque qui monte le journal en lui demandant de retirer cette ordure, ce journal ordurier. S'il le laisse, on lui envoie une lettre pour lui dire que son kiosque va exploser. Et s'il continue à maintenir sa position, eh ben le kiosque explose. Il y a un certain nombre de lettres et de choses comme ça qui sont dans les archives, que j'en cite un certain nombre, où le mouvement combat va terroriser les kiosques. Pas seulement. Il faut bien penser que ça, c'est fin 40, début 41. Très rapidement, donc, on passe à ces actions directes. Cette action directe, c'est qu'il faut trouver, à ce moment-là, des explosifs. Ça ne peut pas se faire avec n'importe quoi. Or, la résistance n'a aucun moyen financier. Cette résistance-là n'a pas de moyens financiers, n'a pas d'organisation. L'organisation est plus qu'embryonnaire. Donc on va voler de la chédide, on va voler dans les carrières de la dynamite et on fait exploser les kiosques. C'est le début de l'action directe. On passe de 41 à 42 en commençant cette action-là. Ça, c'est l'action. Renouvin, Jacques Renouvin et Michel Renouvin sont sur Montpellier, Palavas. Donc au début, évidemment, les premiers groupes sont à Montpellier même, dans les pensions de famille qui reçoivent les étudiants. Ces étudiants viennent de tout le Languedoc, certains des Cévennes, Alès, etc. Donc c'est là qu'est l'origine, vraiment la création, avec ces 15, 20 étudiants, c'est pas nombreux, hein, et ça va se répandre de Palavas à Sète, où un groupe va être créé, Perpignan, Béziers. C'est les débuts. On repart vers les Cévennes, Nîmes, Alès,
Saint-Ambrois, etc. Et ça s'étend. En 1941, le petit groupe de Montpellier fait la jonction avec Freinet, Henri Freinet, qui avait créé le journal Liberté. Les deux mouvements vont se constituer en un seul mouvement qui va s'appeler Combat. Je raconte un peu comment se créait cet organisme qui va être le premier mouvement de la zone sud, bien qu'il va y avoir des tentatives d'aller en zone nord. Freinet est un militaire qui, par ses fonctions, il reste militaire à Vichy, enfin Vichy dépendant de Vichy, il est versé dans les services secrets en décembre, et à partir de là, ça lui permet de prendre contact avec beaucoup de militaires, et même de la zone nord, de la zone occupée. Donc il va y avoir des embryons de mouvements combat qui vont partir assez rapidement vers la zone nord. Mais l'action directe en zone nord, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'action directe en zone nord, à part quelques tentatives. Au début, je parle bien au début, c'est différent à partir du moment où le Parti communiste va entrer en résistance en juin 41. Jusqu'à juin 41, le Parti communiste n'est pas dans la résistance, il est clandestin, interdit par Daladier en 39. Non, mais il faut le rappeler, il est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que le Parti communiste soutient le pacte germano-soviétique. Il est interdit par la République française, pas par Pétain. Pétain, bien sûr, va poursuivre les arrestations des communistes, évidemment. Mais ce n'est pas de la résistance que fait le Parti communiste. Le Parti communiste va même demander, en août 40, la reparution de l'humanité. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pro-nazis, c'est mensonger de dire ça. Mais ils essayent d'avoir une existence par rapport à la partie des soviets. D'ailleurs, quand ils vont rentrer, quand Hitler va attaquer la Russie, immédiatement ils vont rentrer en résistance, évidemment. Il ne s'agit pas d'amoindrir les choses, il ne s'agit pas de dire eux ont fait, pas les autres. Autour de Jacques Renouvin, on va retrouver pas seulement des démocrates chrétiens, comme j'ai déjà cité Nathan Murat, qui est juif et franc-maçon, beaucoup plus franc-maçon que juif d'ailleurs. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et on va retrouver aussi, par exemple, des socialistes en rupture de parti. C'est entre autres sur Nîmes, c'est les gens du comité d'action socialiste, petit organisme des jeunes socialistes, qui va faire partie qui va organiser les groupes francs. On va retrouver, évidemment, des chrétiens engagés sur toute la zone sud, par l'intermédiaire des professeurs Tête Jean et compagnie et de leurs journaux. Ça va s'étendre, évidemment, sur Clermont-Ferrand. Les professeurs étant répartis à Clermont, à Lyon, à Marseille. Donc, chaque fois qu'il y a un petit groupe qui se crée, on voit Jacques Renouvin venir recruter des jeunes, pas forcément des jeunes, d'ailleurs au départ c'est beaucoup de jeunes, mais pas seulement, pour organiser ces groupes francs qui vont passer à l'action, terroriser l'école labo. C'est l'action. Renouvin s'est engagé dès le début à qu'il n'y ait pas de mort. Le but n'est pas de tuer l'école labo ou de faire des morts. On fait du terrorisme, oui, mais on fait du terrorisme à la française, je dirais presque. Dans la mesure où on terrorise les gens, on fait sauter des kiosques quand il n'y a personne dedans, etc. Renouvin n'est responsable directement, les groupes francs, jusqu'en 1942, jusqu'à l'invasion de la zone sud, d'aucun mort. Alors que quand on voit la liste des magasins et des choses qui ont explosé, on se demande comment c'est possible. Il faut savoir quand même que de la dynamite de chantier, c'est pas des pains de plastique, hein, ça fait pas sauter la moitié du quartier. Mais néanmoins, il s'y est engagé, il le maintient. On va très rapidement. Le problème de Jacques Renouvin, c'est de trouver des chefs responsables, des gens qui vont être capables
de drainer vers eux un petit groupe de jeunes. Donc ça va être son bâton de pèlerin. Chaque fois que tel gens ou d'autres lui disent qu'il y a un petit groupe de résistants, il prend son bâton de pèlerin et il va sur toute la zone sud. On le voit, on voit sa silhouette, il est grand, il mesure 1,92 m. On voit sa silhouette à l'origine de quasi tous les groupes de résistants de la zone sud. Jusqu'en 41, la résistance est plus qu'embryonnaire. C'est souvent des gens de 2, 3 personnes, 4 personnes. C'est pas des groupes comme on peut l'imaginer avec des réunions, des grandes réunions avec des manifestations. Des manifestations sont quand même organisées. Pour le 11 novembre, il y en a beaucoup en zone sud. Bien que ça soit, alors c'est pas vraiment interdit, mais c'est quand même assez déconseillé. Il y en a pour le 14 juillet, il y en a pour la fête de Jeanne d'Arc, où des gens descendent dans la rue. C'est à l'intérieur de ces mouvements en zone sud que les groupes vont commencer à exister, les journaux se répandent. Il n'y a pas que le journal Combat. Il y a le journal Libération Sud. Combat, l'origine de la résistance, le mouvement de Tetjen, c'est septembre-octobre 40. Combat, c'est avril 41. Et l'autre journal de la zone sud. Je ne parle pas de toutes les petites choses qui existent, parce qu'il y a des tas de gens qui éditent des petites choses. L'autre, c'est Franc-Tireur, qui est fait par Jean-Pierre Lévy de Lyon, qui est un jeune qui a moins de 30 ans, et qui rassemble des gens beaucoup plus à gauche. Renouveau ne rassemble pas que des gens de droite. Mais il va quand même avoir autour de lui, outre Palloc, il va quand même avoir autour de lui un certain nombre de gens qui viennent de la droite traditionnelle. Certains royalistes, mais pas tous. Très peu de royalistes dans les groupes. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Renouvain va s'appuyer, c'est Roger Nathan de Marseille qui va devenir son adjoint direct au début. Et c'est avec Nathan qu'il va organiser ce qu'il appelle des kermesses. Les kermesses, c'est chaque fois qu'il y a un groupe de résistants, groupe franc de résistants d'action directe, entre 2 et 3 heures du matin, pour qu'il n'y ait pas de mort, à travers la zone Vichy, on fait exploser les locaux des mouvements collabos. Donc vous avez la première kermesse qui est de fin 41, sur toute la zone Vichy, vous avez dans une dizaine de villes, à 2 heures du matin, des explosions partout. Renouvain, très rapidement, va être quelqu'un qui va être pourchassé. Il n'est pas le seul. La résistance, même la jeune résistance, même du côté de la zone Vichy, va être pourchassée. Nathan va partir en prison, arrêté par les gens de Vichy. Ce n'est pas les Allemands qui les arrêtent dans la zone Vichy. Ce sont bien la police française. La différence qu'il y a entre la zone sud et la zone occupée, c'est qu'en zone sud, ce sont des tribunaux français qui condamnent à de la prison. Éventuellement, il n'y a pas de jugement et un certain nombre de gens vont être enfermés dans des hôtels, vont être mis dans des prisons qui ne sont pas vraiment des prisons, mais ils vont être mis en dehors. Ce sont ceux que Pétain juge pas assez pétinistes, disons. Il y a beaucoup d'anciens députés, mais il y a aussi d'anciens les Choiseul-Pralin vont être arrêtés comme ça, les Lalaurencie, alors que Lalaurencie a été le représentant de Vichy jusqu'en décembre 40 à Paris, c'est lui qui fait arrêter Marcel Déat, entre autres. Évidemment, il va être mis de côté. Donc ces tribunaux vont condamner les gens à de la prison.
Mais ils ne sont pas déportés, ils ne sont pas fusillés. Dans la zone nord, un résistant arrêté, il est aux mains de l'armée allemande, Gestapo ou armée allemande, peu importe, et là, souvent, soit déporté, soit fusillé. Jusqu'en 1942, ce n'est pas le cas dans la zone sud. Il faut bien faire cette différence pour comprendre de quelle façon Jacques Renouvin et les groupes francs vont acter leur résistance. Et ils ne la font pas contre les Allemands, ils ne la font pas contre les services de Vichy, bien que certains services de Vichy, quand même, verront leurs locaux exploser. Pas tous, mais bon, certains. Ils la font contre les collabos, contre les gens de DA, de Doriot et compagnie. Cette résistance embryonnaire va prendre une ampleur assez incroyable. Non pas que l'action directe soit très efficace, mais elle fait beaucoup parler. Les journaux de Vichy, évidemment, montrent ça en épingle pour montrer que les infâmes juifs, communistes et autres, et gaullistes, ça leur permet de dénoncer le gaullisme, les juifs, etc., sont déjà en France installés, et en même temps, du côté de la résistance, les journaux de la résistance en parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que ça prouve leur force, même si c'est une force qui est absolument ridicule. Sauf que très rapidement, les groupes de résistants à Toulouse, à Tarbes, vont s'organiser d'une façon de plus en plus violente pour dénoncer la collaboration. Il y a à l'intérieur de Vichy, à Clermont-Ferrand, les facultés, les étudiants des facultés de Nancy et Strasbourg sont installés à Clermont-Ferrand. C'est ceux qui ont refusé de rentrer en Alsace occupée. C'est à l'intérieur de ces groupes d'étudiants alsaciens que Renouvin va rencontrer son deuxième adjoint direct, qui s'appelle Teddy Pia, qui n'est pas alsacien du tout, puisqu'il est réunionnais. Il n'y a que 2 réunionnais qui ont connu l'horreur des camps. Ce sont les 2 adjoints de Jacques Renouvin qui viennent. Teddy Pia, lui, est étudiant à Strasbourg. Il fait partie des étudiants qui partent vers Clermont-Ferrand. Je raconte ça un peu plus longuement dans mon livre. Et il va s'engager, il va devenir l'adjoint direct de Renouvin. Renouvin explique à plusieurs reprises ses actions. Il les explique dans une lettre à un de ses amis. C'est la seule lettre qu'on a de Renouvin pendant la Résistance, à son ami Victor, où il explique au printemps 41, déjà au printemps 41, qu'il a organisé sur 6 départements, le Sud, Languedoc, Aveyron, etc., qu'il a organisé les groupes francs et qui risquent, évidemment, d'être tués d'un jour à l'autre. Donc il est tout à fait conscient que son action n'est pas une action qui mérite simplement l'arrestation. Tué par les collabos, pas tellement par Vichy. D'ailleurs, il sera condamné par Vichy. Michel Renouvin et les gens de Montpellier, et dont Jacques Renouvin, seront condamnés par un tribunal de Montpellier. Mais Renouvin, lui, est déjà malheureusement parti à Montauban. Mon livre est en 3 parties. Donc cette première partie, c'est l'aube de la résistance. Comment elle se crée à Nice, comment elle se crée dans le Languedoc, comment elle se crée à Toulouse, comment elle se crée à Clermont-Ferrand. La deuxième partie, c'est comment ces résistants-là, après que la zone sud va être occupée par l'Allemagne, comment ils vont partir, ils vont être arrêtés par la Gestapo et partir vers les camps. Jacques Renouvin va rencontrer dans la résistance, autour de la résistance je dirais, des démocrates chrétiens, va rencontrer Edmond Michelet. Edmond Michelet est un personnage qu'on a un peu oublié aujourd'hui, on a bien tort, parce que c'est un personnage qui, dès
le discours du 17 juin du maréchal Pétain, distribue dans les lettres, distribue dans les boîtes aux lettres de Brive un texte, un tract, où il reprend des textes de Charles Péguy. Edmond Michelet a fait partie de l'Action française avant-guerre. Il a quitté l'Action française en 1926 au moment de la condamnation. Il est resté jusqu'à la fin de ses jours monarchiste. Il est catholique et monarchiste. Bien qu'il ait été ministre du général, mais il y en a d'autres qui ont été ministres général. Je pense par exemple à Pierre Mesmer, qui était à l'enterrement du comte de Paris, donc jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé mémoire de ses engagements de jeunesse. Évidemment, il va très bien s'entendre avec Jacques Redouvin. Il n'est pas le seul. Je pense à Charles d'Aragon. Je pense au Choiseul-Praslin. Ce sont les mêmes gens de l'Action française, certains pour d'autres simplement chrétiens et royalistes, qui vont s'engager naturellement dans la résistance et dans l'opposition à Vichy. Avec Edmond Michelet, c'est une autre résistance qui s'organise, c'est une résistance intellectuelle. Il n'y a pas de test intellectuel de Jacques Redouvin. Il a repris un certain nombre de choses qu'il a expliquées quand il va rencontrer M. Bénouville à Nice. M. Bénouville qui va rentrer dans la résistance en 1943. Il ne faut pas, comme Bénouville a beaucoup parlé de Jacques Redouvin dans son livre qu'il a écrit en 1946, il serait mensonger de l'oublier. Et c'est un ami d'avant-guerre, sauf que c'est un ami d'avant-guerre qui n'ira pas beaucoup plus loin que de rappeler son amitié. Cette résistance, au moment de l'invasion de la zone sud, c'est le moment où la résistance s'organise différemment aussi. Jean Moulin a reçu mission d'unifier d'abord la zone sud, les trois grands mouvements de la zone sud, ce qu'il va tenter de faire, ce qui ne va pas réussir du tout d'ailleurs. Pierre Brossolette va avoir la même mission sur la zone nord. Brossolette réussira beaucoup mieux, mais Brossolette n'est pas préfet. Brossolette, c'est un socialiste qui a pris dès l'occupation, il a travaillé avec les réseaux des musées de l'homme, etc. Et il est en contact avec la résistance intérieure, la résistance tout de suite. Alors que Jean Moulin ne rentre en résistance, ne va prendre contact avec la résistance qu'à partir du moment où il est démissionné de Vichy, et parce qu'il va voir sa sœur Laure à Montpellier, c'est là où il prend connaissance de Tête-Jean et compagnie, et c'est Tête-Jean qui va lui faire rencontrer Emmanuel Dacier de la Vigerie et évidemment Freinet. Donc c'est le moment où la résistance va s'organiser différemment. La France est sous l'autorité de Pierre Laval. La cassure se fait. Il y a une vraie cassure qui se fait avec le retour de Pierre Laval en avril 1942, donc bien avant l'occupation de la zone sud. C'est à partir de ce moment-là que vont être organisées pas seulement les rafles des Israélites, pas seulement, mais qu'on va intensifier la guerre contre les résistants, contre les groupes de résistants. Et la résistance, là, on va construire des tribunaux d'exception, et là, on va condamner. Alors, les tribunaux d'exception que Vichy construit sont des tribunaux qui condamnent à pas grand, comme les autres tribunaux. La différence, elle est fondamentale, c'est que l'inculpé, condamné par ces tribunaux, est souvent remis aux Allemands, ce qui n'est pas le cas avant. Et ils partent dans les camps de travail en Allemagne. Jacques Redouvin va décider d'organiser une réunion des groupes francs
à Brive, le 29 janvier 1943. Pourquoi il veut organiser cette réunion? C'est qu'à la demande de Jean Moulin, il est devenu le chef national des groupes francs et il veut avoir dans chaque région un groupe franc itinérant qui ne soit plus, qui puisse bouger, agir et bouger. La résistance change de nature petit à petit. Elle grossit, bien sûr, pas énormément, mais elle grossit. Beaucoup plus de gens lui viennent en aide, et donc il y a cette organisation. C'est à l'occasion de cette réunion qu'il va être arrêté. Le 29 janvier 42, il est arrêté, 43, il est arrêté. Mais il est arrêté par les nazis. Il passe pas dans les mains des Français. Il part directement entre les mains de la Gestapo à Limoges, où là il est torturé, où un grand nombre de résistants vont être arrêtés avec lui. La résistance a changé de nature, mais aussi la répression aussi. Parce que là, depuis le retour de Pierre Laval, le retour au pouvoir de Pierre Laval, la France ne se contente pas de préconiser une collaboration économique ou autre avec l'Allemagne, elle préconise d'agir avec les Allemands. Le discours de Pierre Laval à la radio le prouve plus qu'il ne faut. Il faut construire la grande Europe. Donc, Jacques Renouvin, c'est la deuxième partie du livre, va se retrouver arrêté, et Montmichelet aussi, et ils vont partir vers les camps. Un groupe issu des groupes francs, avec Teddy Piat et Jean Joly. Jean Joly, l'autre réunionnais, mais pas seulement, avec des gens de Nice. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de Nice, mais j'en parle plus longuement dans mon livre. Vont constituer le groupe franc Bastos, qui va prendre mission de tenter de libérer Jacques Renouvin. Il faut savoir que Jacques Renouvin est arrêté à Limoges et part et enfermé à Fresnes. À Fresnes, il est emmené à la Gestapo, torturé, etc. Et ce groupe franc Bastos va se constituer petit à petit avec deux femmes. Noémie Goldman, appelée Noël Gilbert dans la Résistance, c'est une jeune juive qui vient de Belgique, mais dont les origines sont polonaises. C'est toute une famille, les Mosché, la famille Mosché, qui a fui pour tenter de passer par la zone sud, de tenter de passer en Suisse, qui vont réussir, puisque Noémie Goldman retrouvera sa famille en Israël à la fin de la guerre. Donc il y a elle, et puis il y a France Père, qui est une amie du petit groupe. C'est pour dire qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes qui s'engageaient, beaucoup d'ailleurs. Ce petit groupe va monter à Paris et va imaginer faire sortir Renouvin de la prison de Fresnes. Renouvin, ils ont des contacts par l'intermédiaire d'un des gardiens de la prison, ils ont des contacts avec Jacques Renouvin, des petits contacts, il ne faut pas croire, je ne les rencontrais pas facilement. Et ils arrivent à faire dire à Jacques Renouvin qu'il faut, alors qu'il n'a jamais dénoncé personne, malgré les tortures, et d'après ce que racontent les résistants, il a vraiment été plus que torturé. Il doit se mettre à table, comme on dit, et dire qu'il avait rencontré sur Paris des résistants et il propose à la Gestapo de les emmener, il ne connaît pas l'adresse, mais de les emmener dans le lieu. C'est l'idée que monte le groupe Bastos pour que Renouvin sorte de Fresnes, et on lui indique un endroit du côté du 16e arrondissement où se rend tout le monde. Évidemment, ça ne va pas avoir lieu.
il y a un traître qui va se glisser dans le groupe Franc Bastos. Le groupe Franc Bastos va être arrêté et va rejoindre Edmond Michelet, Renouvin et les autres. D'ailleurs, il y avait aussi Nathan, etc. Va rejoindre tout le monde à Fresnes. Et ils vont tous partir dans les camps. Je ne vous raconterai pas l'horreur des camps, j'en parle dans mon livre, mais simplement, je signalerai que le groupe Franc Bastos, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. C'est encadré par un très vieux de 50 ans, qui est un homme de Douai, extraordinaire famille, les Oliviers, puisque le vieux monsieur va mourir dans le camp et son fils va subir les expérimentations médicales nazies et va mourir en étant libéré, va mourir à la sortie de la guerre. C'est les deux seuls en dehors de Jacques Renouvin qui vont mourir dans les camps. Tout le groupe Franc Bastos va se retrouver à Mauthausen avec Renouvin. Renouvin va décéder dans les bras d'un de ses amis, dans les bras d'Édith Piaf, le 24 janvier 1944. Son corps va être jeté, comme ça se faisait, sur le tas de corps qu'il y avait à la sortie de Mauthausen. C'est un camp qui a été construit sur les carrières de granit en Autriche pour, à la demande de l'économie nazie avant-guerre, puisque c'est un camp qui a commencé, le premier camp c'est Dachau, et c'est les gens de Dachau qui vont construire Mauthausen. Mauthausen est un camp de niveau 3. C'est des niveaux 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un camp vraiment de rassemblement de prisonniers politiques. On n'y massacre pas. L'objectif n'est pas de massacrer les gens, il est de s'en servir comme esclaves. Il y a quand même un massacre en décembre 42, il y a quand même un massacre, puisque les deux jeunes juifs qui font le voyage avec Renouvin, deux jeunes juifs qui étaient dans les groupes francs de Pau, vont faire partie des 200 juifs qui vont être massacrés en décembre 42 à Mauthausen. Ça, c'est l'objet principal du livre. Je me suis dit qu'en fait, Jacques Renouvin est quelqu'un qui n'est pas connu. Il n'existe pas de livre, même s'il est mentionné dans beaucoup d'histoires de la Résistance. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas connu. Il est fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Mais il y a, à part par hasard, il n'y a pas de rue Jacques Renouvin. Il y en a une à Béziers, il y en a une à la Richardet. On a réussi à obtenir qu'il y ait une place Jacques Renouvin, c'est-à-dire un croisement de rue à Paris. Il est sur un seul monument aux morts, c'est celui de Palavas. Pour vous dire que c'est réduit vraiment à pas grand-chose, la mémoire de Jacques Renouvin, qui est un vrai héros. Et je me suis dit que la troisième partie, il fallait faire en sorte qu'on sache qui il était. Donc je raconte qui était Jacques Renouvin, la famille de Jacques Renouvin, qui est la famille de Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, c'est le professeur spécialiste de la Grande Guerre, des explications de la Grande Guerre. C'est un professeur de Sorbonne, etc. Mais Jacques Renouvin est un éternel étudiant. Il est né en 1905 à Paris, rue Bonaparte. Donc il est du quartier latin. Sa vie, c'est au quartier latin. Il va faire partie assez rapidement des groupes de l'Action française qui chahutent à l'intérieur du quartier latin. Il va faire son service militaire en 26-27 et à la rentrée universitaire, il devient l'un des chefs camelots du roi sur Paris. Il va faire des tas de bagarres, j'en raconte quelques-unes, et il va finir par organiser
comme les autres camelots du roi, février 34. Il va quitter, il va être exclu ou démissionné de l'Action française en août 34. Mais il reste maurassien. Et là, il devient avocat. Il fait partie des avocats du 6 février 34. C'est un groupe d'avocats qui prend la défense des gens qui ont été soit morts, soit blessés au moment de février 34. Il fait partie du cercle de 16. Le cercle de 16, c'est le cercle des avocats. Il y a 250 avocats qui en font partie. C'est le cercle des avocats royalistes. Quand vous lisez la liste des avocats, c'est quasiment tous les grands noms des avocats des années 30-40. Donc il continue. Il fait partie aussi, avec les avocats du 6 février 34, il fait partie des gens qui pourchassent Eugène Frot. Eugène Frot était le ministre de l'Intérieur au moment de 34. Il est poursuivi continuellement par les avocats du 6 février, par des manifestations, etc. C'est pour vous dire qu'il est resté dans cette mouvance royaliste. Sa rupture, la rupture de Jacques Renouvin avec l'Action française et avec Maurras, c'est l'affaire de Munich. Le comte de Paris dit dans ses mémoires, quand il raconte son voyage à Paris, où il fait sa conférence de presse clandestine en venant en avion, etc., il dit, il est venu pour dénoncer quoi, le comte de Paris? La capitulation qu'il y avait de Munich. On parle souvent de cette conférence dans beaucoup de livres, on relate cette conférence en fait, parce qu'elle est aventurière. Mais on oublie un peu pourquoi. Or, il est venu dénoncer les accords de Munich. Et Renouvin est sur cette longueur d'onde. Il va se fâcher avec l'Action française, c'est-à-dire il va rompre complètement avec l'Action française, et il va finir par gifler Pierre-Étienne Flandin. Qui c'est ce monsieur? C'est le chef du parti, du groupe, d'un groupe de députés libéraux, qui a envoyé une lettre de félicitations à Hitler d'avoir signé la paix à Munich. Or, ce traître décide d'aller déposer une gerbe de fleurs aux soldats inconnus. Renouvin le gifle et il devient célèbre à ce moment-là. Renouvin devient célèbre. Évidemment, quand arrive Maurras et compagnie, dénoncent les bellicistes sans arrêt. Les gens qui n'acceptent pas Munich, qui auraient préféré qu'on agisse immédiatement et qu'on condamne les interventions du Reich à travers toute l'Europe. En fait, Munich a servi aux Allemands de se conforter dans toute leur possession. C'est ça qu'il faut bien saisir. Ce qu'avait bien compris Jacques Renouvin. J'ai presque terminé. Non, mais Jacques Renouvin, bien évidemment, au moment de la guerre, va être mobilisé en tant qu'avocat et frère de Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, c'est un héros de la Grande Guerre. Il est blessé. Il a un bras en moins, etc. C'est pas rien. Donc là, en général, l'armée, quand même, fait pas n'importe quoi et essaye de mettre les gens de la famille, de pas les mettre au front. Sauf que Jacques Renouvin, lui, il veut se battre. Donc il va faire des pieds et des mains pour être muté dans les groupes francs. Les groupes francs, ce sont à l'intérieur de l'armée des groupes qui vont en avant de l'armée pour détruire des objectifs, etc. C'est à ce moment-là qu'il va être arrêté. Et comme mon livre est un livre que vous pouvez lire indéfiniment, parce que le dernier chapitre du livre qui raconte l'engagement de Renouvin pendant la guerre est suivi par le chapitre 2 du livre où je commence à expliquer comment il a organisé la résistance. Voilà, c'est un livre. On n'a jamais abordé ce sujet de comment se sont créés les groupes d'action directe de la résistance. Renouvin est l'organisateur de ça. C'est vraiment lui qui y pense, c'est lui qui les fait, et il le fait dès 1940. Merci.
Merci François. Des questions? Il n'y a pas de questions, c'est dommage. S'il doit y en avoir. Guillaume, tu t'expliques qu'effectivement, enfin, je le rappelle plutôt, les communistes, enfin, le Parti communiste n'entrera en guerre qu'en résistance. À partir du moment où le pacte soviétique rompt avec l'affaire l'attaque par rapport à ça. Et comment justement Jacques Renouvin, surtout Jacques Renouvin, a-t-il intégré déjà les communistes qui, eux, rentrent en résistance, ou ils vont-ils rester dans un monde... Alors, il faut bien comprendre. Les communistes, parce qu'il y a quelques communistes dans les groupes francs, ce sont des communistes qui sont en rupture de parti, qui n'ont pas accepté le pacte germano-soviétique. On en trouve dans la résistance avant 1941, et ce sont tous des gens qui sont dissidents. Il faut savoir qu'il y a 12 députés communistes qui refusent le pacte germano-soviétique, et que sur ces 12 députés, il y en a 8 qui votent les pleins pouvoirs au maréchal, qu'on va retrouver dans les organismes de la collaboration. Je cite le tract qui est distribué, c'est le tract distribué le 22 juin 41. C'est un tract de l'humanité. La raison pour laquelle l'humanité appelle à la résistance, c'est pour soutenir, non pas pour libérer la France, mais pour soutenir l'Union soviétique. Mais retournement... Les communistes vont organiser en juillet et après en août les FTP, qui sont des groupes communistes. Mais ils vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer à la résistance. Ils vont le faire. C'est le général de Gaulle, en fait, le premier envoyé d'un groupe, c'est Fernand Grenier, c'est le premier envoyé, le premier communiste résistant qui va aller à Londres. C'est le colonel Rémy, le Maurassien, qui va emmener Fernand Grenier à Londres, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un vrai contact entre les gaullistes et les communistes. Et petit à petit, quand Jean Moulin va créer les organismes de la résistance, pas seulement Jean Moulin, on va sur l'être après, etc., bien sûr, hein, c'est pas que Jean Moulin, on va, à la demande de Gaulle, on va intégrer les organisations clandestines communistes. Il faut aussi comprendre autre chose par rapport au Parti communiste, c'est que le Parti communiste, en tant que tel, n'a pas voté les pleins pouvoirs. Et donc, ils étaient en prison. Les députés communistes étaient en prison. Pétain les a envoyés, un certain nombre, en décembre 40, les a envoyés à Alger. C'est-à-dire que quand il y a le débarquement anglo-américain, les députés français, ils étaient députés français, qui n'avaient pas voté les pleins pouvoirs au maréchal, c'était des communistes. Alors, c'est pas le seul groupe. Il y a un autre groupe qui en son entier, par contre, lui, en son entier, n'a pas voté les pleins pouvoirs. C'est la Jeune République. La Jeune République, ce sont les démocrates chrétiens du Sillon. C'est le seul groupe qui, en son entier, n'a pas voté les pleins pouvoirs. Tous les autres groupes ont tous voté les pleins pouvoirs, majoritairement voté les pleins pouvoirs. Donc, l'entrée de la résistance, Renouvin n'a pas de contact avec la résistance communiste. Il en a avec les socialistes, il en a avec certains communistes, mais il l'a pas directement. Surtout que la résistance communiste va entrer dans les organismes de la résistance 2-3 mois après, à la demande de Jean Moulin. Donc il n'a pas de contact. Alors il en a eu peut-être, ça je ne peux pas savoir. Je n'ai pas l'organigramme au jour le jour de ce que faisait Jacques Renouvin. J'ai beaucoup de choses. Que je raconte, tous ces voyages dans l'Aveyron, où il rencontre les uns et les autres, comment il organise, comment il fait exploser les vitrines, comment, etc. Ça, je raconte. Mais j'ai pas... voilà. Donc sur le Parti communiste, j'ai rien d'autre à dire. Le Parti communiste a fait partie de la résistance, de toute façon. La question n'est pas là. Mon propos n'est pas Mais Renouvin est le début de la résistance à Vichy. Dans la zone Vichy, il n'y a pas de Parti communiste. Et dans les mouvements de la zone Nord, il y en a très peu.
Ça peut aussi. Ce qui ne veut pas dire que le Parti communiste était pro-allemand, c'est pas ce que je dis. Non. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Du coup, oui, vas-y, il faut animer le débat, parce que sinon, il n'y en aura pas. Du coup, effectivement, on avec Maurras et l'Action française, bien avant mais j'ai pas lu l'Action française. Pardon? Mais j'ai pas lu l'Action française de l'époque, mais est-ce que Maurras et toute l'Action française qui, elle, appelait à la fin à la collaboration. Maurras n'a jamais appelé à la collaboration. À défendre le ils étaient pétinistes, aveuglement pétinistes. Ils n'ont jamais appelé à la collaboration et les collabos n'étaient pas bien vus du tout à l'Action française. Non, faut pas. Non, je connais en effet. Est-ce que l'Action française a littéralement condamné en fait les Jacques Renoir et tout. Elle a condamné la résistance, oui, tout de suite. D'accord. Tout de suite. Le premier texte qu'on connaît de Maurras, c'est du 26 juin 40. C'est un communiqué à une association de presse internationale parce que à cause de De Gaulle, on lui pose la question, et De Gaulle, vous êtes avec De Gaulle. Plus, ce qui paraissait logique. Le mec défend le nationalisme intégral, défend l'indépendance de la patrie. La première réaction, c'est de dire on n'accepte pas l'occupation allemande. Ben non. La première déclaration de Charles Maurras, elle est du 26 juin 40, et il dit qu'il est derrière Pétain, pour Pétain, derrière Pétain. Il est ambigu jusqu'en décembre 40. C'est-à-dire, quand je dis ambigu, c'est-à-dire qu'il soutient simplement le maréchal. Il est satisfait des votes de l'Assemblée, mais encore quand on lit ses articles, c'est pas un enthousiasme extraordinaire. Il constate que ça va dans le bon sens. Là où Maurras va s'enthousiasmer pour Pétain, c'est à partir de décembre 40, parce que Pétain fait arrêter Pierre Laval à Vichy, et que, je l'ai dit tout à l'heure, la Laurencie va faire arrêter Déa. Évidemment, ils vont être libérés immédiatement par l'armée allemande. C'est pour ça d'ailleurs que moi je dis toujours que quand on parle de zone libre, je dis non, c'est pas une zone libre, puisque pour sortir Laval de la prison, il y a 2 compagnies de SS qui traversent la ligne de démarcation et qui vont à Vichy. Comment peut-on parler de zone libre si tu ne peux pas arrêter? Où est ta souveraineté si tu ne peux pas arrêter quelqu'un? Peu importe qui, là, la question c'est pas de savoir si c'est Laval ou machin, c'est pas vrai. Ils viennent, ils s'installent et ils libèrent Laval. D'ailleurs, le soir même, de Brinon mange avec l'ambassadeur d'Allemagne et avec Laval au Chanteclair à Vichy, là où tout le monde allait manger, c'était le grand restaurant de Vichy à l'époque. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Maurras ne va pas condamner directement Jacques Renouvin. Il va au moment de l'affaire Munich, ils vont faire un entrefilet. C'est intéressant l'affaire Munich parce que pour Renouvin, c'est le début de la résistance. C'est le moment où il va se rendre compte que ses amis d'hier, avec qui il a combattu, c'est ses copains, avec qui il a fait des bamboches, avec qui il a été draguer les filles, avec qui il a fait toute sa vie d'étudiant, ne vont pas le soutenir. Si, certains vont le soutenir, il y en a quelques-uns heureusement, mais la plupart. Et du jour au lendemain, parce qu'il a giflé les Flandins, qui va le soutenir? Kérylis, la droite républicaine. Georges Maurice, La Lumière, qui a un journal qui s'appelle La Lumière, que l'Action française déteste, qui va aller à Londres tout de suite. Et, chose beaucoup plus surprenante, l'Humanité, qui va faire des grands articles à la gloire de Jacques Renouvin au moment de Munich. C'est normal, à l'époque, l'Humanité n'a pas signé le pacte germano-soviétique, c'est 1 an après. Et, plus surprenant encore, la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, qui sait très bien qui est Jacques Renouvin, puisque dans l'article qui lui est consacré à propos de Flandin, il est bien mentionné que c'est un avocat du 6 février 1934.
Donc ils savent parfaitement qui il est, et ça ne les empêche pas de constater que c'est lui qui a osé aller foutre une grande baffe à Flandin. Flandin va devenir, évidemment, ministre du maréchal Pétain, c'est normal, il ne faut pas vous en étonner. La suite logique. Donc, Maurras, à ce moment-là, l'Action française n'en parle pas. C'est un entrefilet, c'est un tout entrefilet. Et je ne sais même pas s'il cite le nom de Renouvin. C'est plutôt si, je crois qu'il le cite. Mais vraiment, alors qu'il est connu à l'Action française, hein, Renouvin. D'abord parce qu'il est très grand, en plus de ça, parce qu'il a fait partie de tous les chahuts, de toutes les manifestations jusqu'en 1934. Hein. Il a été collègue de Bamboche, de tous ces gens-là. Dont un certain nombre, il ne faut quand même pas l'oublier, un certain nombre va passer dans la résistance. Tous les cabots du roi d'avant-guerre ne passent pas leur temps, certains vont passer dans la collaboration, mais beaucoup vont passer dans la résistance, certains même sont compagnons de la libération, hein, etc. Donc il ne faut pas voir par rapport à Maurras, il ne faut pas voir, le livre que j'ai écrit n'a rien à voir avec Maurras, n'a rien à voir avec l'Action française, n'a rien à voir même avec le royalisme. Le fait que Jacques Renouvin le soit, et qu'un certain nombre de gens, je le signale, il n'y a pas de raison de ne pas le signaler, mais l'objet de mon livre, c'est pas ça du tout. L'objet de mon livre, c'est comment se sont créés les groupes d'action directe dans la zone Vichy. C'est vraiment ça. Comment s'est créée cette résistance dont on parle, oui. qui va être, évidemment, et qui va évoluer après 1943, évidemment. Voilà. C'est l'objet de mon livre, c'est ça. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur l'objet du livre. C'était un journal, un des grands journaux de l'époque, c'est pour ça que. Et qu'il était aussi en ancien. Je sais plus ce que ça va. Voilà, sur l'Action française, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pas ça. C'est pas l'objet de mon livre. Surtout, ça m'embête de penser que c'est ça, c'est pas l'objet. Je pense que, moi, pour ma part, je pense que beaucoup de royalistes qui se sont engagés dans la résistance l'ont fait contre Maurras et compagnie. Philippe. Oui, je vais parler du mouvement Jeune République, je vais apporter des précisions. J'ai eu des contacts avec le café Jacques Renouvin. Oui. Il y a un rapport de Jeune République avec Georges Bidault. Ah oui, bien sûr. C'est le mouvement de Georges Bidault. Alors, Bidault va devenir un des responsables de la résistance. Il travaille avec les démocrates chrétiens. Quand Jean Moulin, quand Freinet organise son mouvement, un de ses adjoints, ça va être Bidault. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Renouvin a eu directement des rapports avec lui? Je suis incapable de le dire. En tout cas, Renouvin est, pour tout le monde, celui qui organise les groupes d'action pour le mouvement combat. Donc, bien évidemment, il participe du comité directeur du mouvement combat quand il y en a un. Ils se réunissent très rarement. Pendant la résistance, on ne faisait pas des réunions, on ne donnait pas un coup de fil en disant « Allez, on fait une réunion demain soir, vous venez manger à la maison ». C'était quand même un peu plus clandestin. C'est surtout pour quelqu'un comme Jacques Renouvin, qui est quand même très vite reconnu comme le mec qui fout la merde, quoi. Faut quand même dire les choses. Dans toute cette zone Vichy qui s'endort, il est quand même celui qui fait poser des bombes à des tas de gens, à des tas d'endroits. Je suis pas très gentil. Hein. Alors c'est pas efficace au niveau de la bombe, ça a été efficace au niveau de la propagande. Il faut bien comprendre que c'est ça qui... par exemple, Jacques Renouvin DA décide d'organiser le congrès de son parti interzone. C'est-à-dire de rassembler les gens de la zone sud avec la zone nord pour faire un grand meeting. Renouvin décide que les gens de la zone sud ne passeront pas la ligne de démarcation. Qui existe. Donc,